Mesdames et messieurs, bienvenue à ce numéro du débat du dimanche. Nous allons essentiellement parler du retour de Barack Obama au pays de son père, au pays natal de son père. On va également parler de l'ajournement jusqu'au 7 septembre prochain du procès Hissène Habré et des opérations de démolition à Souleymane Bougou. Des questions qui seront abordées par nos invités. Adam Cham du Républicain, Etienne Fakaba Sissoko, enseignant, Alexis Kalambri des Échos, Shana Takiou de 22 septembre. Le président des États-Unis était ce week-end au Kenya, le pays natal de son père. Obama a profité du forum sur l'entrepreneuriat pour s'adresser à la jeunesse africaine. On va l'écouter tout de suite. Il a salué l'assistance en Swahili. I'm proud to be the first U.S. president to visit Kenya. Je suis fier d'être le premier président américain à visiter le Kenya. And obviously this is personal for me. Et évidemment, c'est personnel pour moi. There's a reason why my name is Barack. Je ne m'appelle pas Barack Hussein Obama pour rien. Je voulais être ici parce que l'Afrique est en marche. Les gens sortent progressivement de la pauvreté, la classe moyenne grandit et les jeunes gens comme vous exploitent les technologies pour changer la façon dont l'Afrique fait des affaires. Alexis Kalambri, avant de parler des enjeux de cette visite, on a vu un Barack Obama à l'aise. Il était véritablement à l'aise au Kenya. Oui, de façon générale, Obama a l'atout d'être africain-américain. Donc ça lui donne à la limite plus de légitimité quand il parle de l'Afrique et des problèmes des Africains. Etienne, sur cette visite, Absolument. sur le retour d'Obama au pays de son père. Il est un communicant, il a ça dans le sang, ce qui fait que, quelle que soit la situation, quel que soit le pays qu'il visite, il a toujours cette aisance de s'adresser aux populations, de créer cette sympathie autour de lui, qui lui donne aujourd'hui cet avantage d'être un homme chéri par tous. Shana Takiou, la question Obama, le symbole, là, Obama au pays natal de son père en termes de symbole. Bon, en termes de symbole, c'est très fort. Cela veut dire qu'il pense... Parce qu'il y est allé pour la première fois en 1986. Oui, et maintenant en tant que président, j'ai dit c'est un symbole très fort parce qu'on peut dire qu'il pense à ses parents, il pense au pays de son père, il pense à son continent. Mais au-delà de cette symbolique, nous avons besoin en Afrique du concret. Qu'est-ce qu'il a fait pour l'Afrique ? Qu'est-ce qu'il a fait pour le pays, de son père. Donc je pense que c'est là où le débat doit se situer. Qu'est-ce que Barack Obama a fait pour l'Afrique? On va parler de cela, mais d'abord il faut qu'il s'y rende d'abord. Cela est déjà fait. Ok, Adam Cham. Non, je pense qu'il devait être très ému de se trouver sur la terre qui a vu naître son père. Et il devait être particulièrement ému d'être sur la terre de son père face à un président qui est le fils du président qui a torturé le père de Obama. Parce que n'oublions pas que le père de Obama est l'un des tout premiers Africains diplômés de l'université de Harvard. Il est d'une ethnie opposée à l'ethnie majoritaire et pour cela, il a énormément souffert du fait de Jomo Kenyatta. Donc que je sois le fils de celui-ci qui reçoit Obama, et Obama a tenu à dire je suis le président des États-Unis, le premier président des États-Unis à se rendre au Kenya, c'est pour être très clair, je ne suis pas là en tant que Kenyan. Je suis là d'abord en tant que président américain et puis il y a des raisons personnelles et les raisons personnelles, il les a spécifiées. Et tiens, est-ce qu'il faut voir en cette visite une nouvelle pierre à l'édification d'une nouvelle politique étrangère, une nouvelle politique africaine des États-Unis par exemple? Moi, je ne crois pas trop au fait que cette visite changera profondément quelque chose, même s'il y a des promesses de création de centres dans 3 pays d'Afrique, dont le Mali. Moi, je ne crois pas, vu les sujets qu'il a abordés, je ne vois pas trop comment cela pourrait impacter. Parce que le discours fort, au-delà de la question de la sécurité, c'est par rapport à l'homosexualité. Et le vice-président kenyan a très bien répondu en disant que c'est un non-événement aujourd'hui en Afrique. Donc, si on veut renouveler, si on veut repartir
de nouveau dans la coopération que les pays africains de façon générale ont avec les États-Unis, ce serait d'abord d'identifier les potentialités de l'Afrique. Et aujourd'hui, on le sait, au-delà du défi sécuritaire, il y a la question de l'éducation, il y a la question de la santé, il y a la question de l'emploi, même si ça a été abordé au sommet de l'entrepreneuriat. Donc ce sont ces vraies questions-là sur lesquelles on attend les États-Unis et on attend les pays dits partenaires de l'Afrique en général. Chana, le même point de vue, cette visite ne va changer en rien la politique africaine des États-Unis? Si, parce que la Chine est leader en Afrique. Les États-Unis ont l'ambition de bousculer la Chine. Donc Barack Obama est venu au Kenya, pas pour les beaux yeux du président du Kenya, il est venu pour le business. Il est venu pour signer 2 contrats dans le secteur de l'électrification et des nouvelles technologies. Donc vraiment, il est venu pour les affaires et sa visite a des impacts peut-être qu'on ne pourrait pas sentir rapidement parce que quand il plaide pour la bonne gouvernance, quand il plaide pour l'état de droit, le respect de la démocratie, quand il plaide pour le droit des femmes, je pense que là, ce sont des idées progressistes. Et partout où on prononce de tels discours, c'est une très bonne chose, même si nous, Africains, nous ne pouvons pas être d'accord avec lui sur la question de l'homosexualité. Parce qu'il est venu au Kenya pour défendre les homosexuels. Cela n'est pas du tout acceptable en Afrique. Nos sociétés n'acceptent pas cela. Notre culture ne l'accepte pas. Notre religion est également musulmane comme christianisme. Les 2 religions sont contre l'homosexualité et nous ne pouvons pas suivre Barack Obama sur ses idées concernant l'homosexualité. Le président kenyan lui a bien répondu sur ce point en disant que c'est un non-événement. Alexis Kalambri, mais quand même par rapport à Obama, on peut dire que les lignes bougent avec lui en termes de politique africaine des États-Unis. Il était déjà venu au Ghana, un discours qui a fait date, il est allé au Sénégal. Lui, il vient beaucoup plus souvent en Afrique que certains de ses prédécesseurs. Oui, il y a souvent du concret. Il y a des prédécesseurs qui ont beaucoup plus fait bouger les lignes. C'est-à-dire les relations économiques Afrique-Amérique ont beaucoup évolué d'abord avec l'AGOA, sous Clinton, ensuite avec le Millennium Challenge, qui ont été vraiment des grandes politiques qui ont créé des facilités pour l'accès au marché américain et pour, disons, l'industrialisation en Afrique. Un peu l'OMC également. Mais ce qu'il réussit, pour rejoindre un peu Chana, c'est ce travail qu'il fait sur la jeunesse. Et là, il a plus, comme je le disais, plus de légitimité que d'autres chefs d'État. Je suis sûr que si c'était un Clinton ou un Bush qui parlait comme Obama parlait, ça aurait créé beaucoup plus de tollé. Mais fondamentalement, les Américains ont la faiblesse d'être beaucoup plus des amis des jours heureux. Okay, Adam Cham. Donc, si on compte le déplacement au Caire et celui en Afrique du Sud pour les obsèques de Mandela, c'est la 5e visite du président Obama en Afrique. C'est beaucoup pour un président américain. Et en plus, il a reçu, vous vous souvenez, en août dernier, les présidents africains pour la première fois ensemble à Washington. Malgré tout, on retient de lui, en tout cas c'est ce que l'opinion africaine et les observateurs généralement retiennent, c'est qu'il a fait moins pour l'Afrique qu'un président comme George Bush, par exemple, ou Bill Clinton, qui est le père de l'AGOA. Il est possible que Obama soit venu inhibé par l'Afrique parce qu'il est de sang africain et parce qu'il est le premier président noir, mais il est aussi possible que Obama est venu simplement au moment où l'Amérique avait fait pour l'Afrique toutes les concessions qu'elle pouvait faire. Et d'ailleurs, ça se voit beaucoup dans le discours de Obama. Son discours est un discours d'espoir, c'est un discours sur la jeunesse, mais c'est un discours extrêmement fort contre la corruption et un discours pour que l'Afrique compte d'abord sur elle-même. Et je pense que ce n'est ni la Chine, ni l'Inde, ni le Brésil demain, ni les États-Unis sur lesquels l'Afrique doit compter. L'Afrique ne peut compter que sur elle-même. Si nous sommes dans cette situation, c'est parce que
d'abord, nous avons nous-mêmes refusé le développement. Oui, Chana Takiou, les Africains qui plaçaient beaucoup d'espoir en l'élection de Obama semblent déchanter aujourd'hui. Ils oublient que seul Obama ne peut rien faire, qu'il y a le Congrès, et que même pour pouvoir faire passer sa réforme sur la santé à lui, un programme de Obama, ça n'a pas été facile, a fortiori une réorientation de la politique américaine sur l'Afrique. L'élection d'Obama, c'est-à-dire que... Pour le commun des Africains, pour le commun des président noir d'origine africaine. C'est-à-dire moralement, psychologiquement, historiquement, c'est une élection qui a comblé tout le monde. Parce qu'on a vu que le noir ne plus cet être inférieur, que le noir est capable de se hisser au plus haut sommet du monde. Parce que le président des États-Unis d'Amérique, c'est le président le plus fort du monde. Donc l'élection d'Obama, pour moi, ce n'est pas parce qu'il va nous construire des centres de santé ou parce qu'il va construire des écoles. Non, c'est la valorisation de l'être humain de façon générale, surtout de l'homme noir. C'est la valorisation de l'homme noir. C'est à ce niveau-là que moi j'ai vu l'élection de Barack Obama. Et non, parce qu'il est noir, il va nous développer. Non, Adam vient de le dire. Le développement de l'Afrique doit commencer par nous-mêmes. Okay. Ces opinions doivent peut-être savoir que c'est le président d'abord des Américains. Non, c'est clair. Et dans cette visite, moi je refuse de croire qu'il y a d'autres considérations que des intérêts. Parce que regardez simplement aujourd'hui la part que la Chine a dans l'Afrique, qui a fait reculer tous les partenaires de l'Afrique aujourd'hui en matière commerciale. Donc aujourd'hui, l'enjeu, c'est pour ces pays-là, dont les États-Unis, c'est de pouvoir revenir sur le devant de la scène, avoir la part de marché qui était la leur dans le temps. Au-delà de ça, Obama, on l'a dit à plusieurs reprises que c'était un espoir pour l'Afrique. Et au final, à la fin de son deuxième mandat, on se rend compte que finalement, c'est le président qui a fait le moins pour l'Afrique. Donc, aujourd'hui, moi, j'aurais été fier de ce président-là, en tant qu'Africain, si le partenariat que nous avons avec les États-Unis a changé de visage. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Si les rapports de force avaient changé de visage, malheureusement encore, ce n'est pas le cas. Donc, aujourd'hui, c'est un président comme un autre qui passe malheureusement. Alexis, il y a des intérêts géoéconomiques, certes, mais il y a également la lutte contre les Shebas. Par exemple, le Kenya est à la pointe par rapport à la lutte contre le terrorisme. Oui, alors il y a effectivement deux volets. Sur le plan économique, Adam le disait, à la limite, les Américains ont fait ce qu'ils pouvaient faire dans l'assainissement, dans l'ouverture et dans la création de possibilités, même si au bilan, c'est nous qui ne les exploitons pas suffisamment. L'autre aspect, les Américains sont très business et très dans la liberté de l'entrepreneuriat. Donc, ils ne comprennent pas très souvent ce centralisme étatique jacobin qui est très spécifique à beaucoup d'États africains. Mais sur le plan sécuritaire, où à la limite on a beaucoup de ressentiments, effectivement, on pense qu'ils ne prennent pas toujours le bon bout. Et les Américains sont toujours dans le calcul. Ils auraient pu faire plus pour lutter contre les Shebabs, ils auraient pu faire plus pour lutter contre Boko Haram, mais effectivement sur ce plan, à la limite, ils auraient pu faire plus, créer une différence avec les autres. Et là, je pense que c'est assez faible. Parce que l'ambassade des États-Unis là-bas en 1998 a été et puis pourquoi il n'a pas fait tout ça? Parce que simplement Uhuru Kenyatta était poursuivi justement par la Cour pénale internationale. Donc politiquement, il avait peur de se mouiller et il a attendu que cette affaire soit éclaircie pour effectuer cette visite. Quoi de plus normal, Adam? C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même la première fois qu'un président américain parte au Kenya. Et je ne sais pas si Obama serait allé au Kenya s'il n'était pas lui-même d'ascendance kenyane. Hillary Clinton avait zappé et l'Éthiopie et le Kenya pour sa première visite. Elle s'est limitée aux pays dits émergents, dits démocratiques, n'est-ce pas? Et Obama lui-même n'est venu pour sa première visite en Afrique qu'au Ghana. Ça veut dire donc
Ça veut donc dire qu'il est très conscient effectivement de l'argument de la démocratie, etc. Et je crois qu'ils ont même fait pression pour que Uhuru réponde à ces pays. Il est au Kenya essentiellement, à mon avis, pour montrer sa solidarité dans la lutte contre le terrorisme qu'il y a dans la Corne de l'Afrique. Et c'est la raison pour laquelle il est aussi en train d'aller en Éthiopie, qui est un pays liberticide, et l'Éthiopie, où il va prendre la parole devant l'Union africaine. Et à ce moment, son discours devant l'Union africaine sera adressé à l'ensemble de l'Afrique. Et je vous assure ce qu'il va dire. Il va faire encore ses sorties contre la corruption, le tripatouillage des mandats, contre en fait l'avenir de la jeunesse africaine, qui n'est pas assuré par le leadership africain. Le tourisme qui va très mal au Kenya, on voyait dans les infos, c'est tout opérateur qui était en train de surfer sur la visite d'Obama, disant que si le président des États-Unis arrive au Kenya en cette période, ça veut dire que les touristes peuvent faire leur retour au pays. Deuxième thème de l'émission, le procès Hissène Habré ajourné jusqu'au 7 septembre prochain, 45 jours pour permettre aux avocats commis d'office pour prendre connaissance du dossier. En attendant, l'une de nos correspondantes à Dakar, Mariam Bengue-Faye, s'est rendue à Ouakam. Ouakam, c'est le quartier où habite Hissène Habré. Voici son reportage. Renvoyé jusqu'au 5 septembre prochain, le procès d'Hissène Habré prend de plus en plus d'ampleur au Sénégal. Difficile de sillonner certaines rues sans s'apercevoir des débats qui tournent autour de cette actualité. À Ouakam, un quartier lébou où habitait l'ancien président du Tchad, les avis des populations sont partagés. Même si beaucoup de gens ne sont pas contre ce procès, ils estiment que tous les complices d'Habré devraient comparaître. Des milliers de personnes qui sont mortes, on dit que c'est une seule personne, mais ce n'est pas possible, c'est inquiétant. Parce qu'Habré seul ne peut pas tuer des milliers de personnes. Mais il y a des gens qui étaient là, où sont ces gens-là et qui sait? Il y a des noms qui ont été prononcés. Et pourquoi ces gens-là ne se sont-ils pas présentés? C'est ça le problème. Le bas blesse, c'est ça. Il m'est très difficile de comprendre le procès sans Idriss Déby. Normalement, on devait appeler Déby. Si j'étais Habré, j'allais refuser parce que Déby ne peut pas ignorer tout ce qui s'est passé au Tchad, parce qu'ils étaient ensemble. On devait l'appeler ou le prendre comme témoin. Pour certaines personnes, l'attitude des Européens pour le procès d'Hissène Habré est anormale. Ils ne trouvent pas les mots pour qualifier leur pression. Les Européens, ils étaient avec Habré. Et surtout quand il faisait la guerre avec Kadhafi, ils étaient avec lui. Maintenant, ce qui s'est passé entre-temps, qu'ils ne sont plus d'accord avec lui, maintenant jusqu'à prendre Idriss Déby qui fut son bras droit, pour venir aller en combat contre Hissène Habré, il y a quelque chose. Ça, mais vraiment, on ne peut pas creuser pour l'instant, mais quand même, laissons le procès continuer parce qu'il y a des gens, les vrais techniciens de la justice sont là et ils savent ce qui se passe. En attendant la poursuite du procès, les victimes espèrent qu'enfin trouver justice. Étienne Fakaba Sissoko, est-ce qu'il faut l'abonder comme ses habitants de Ouakam? Mais on sait, ce sont des voisins du président Habré qui pensent que tous les protagonistes ne sont pas là. Absolument, mais moi, ce qui me tique d'abord, c'est au niveau de la symbolique. C'est quand même la toute première fois, si mes recherches sont bonnes, qu'une institution africaine, financée par les Africains, arrive à organiser un tel procès. Donc aujourd'hui, où il est question de plus en plus, à la suite des discours du président zimbabwéen, de sortir de la CPI pour que les Africains eux-mêmes arrivent à régler leurs problèmes, au moment où ce débat-là est posé, qu'on arrive à un tel résultat, c'est d'abord une satisfaction morale pour moi en tant qu'Africain. Et deuxième chose, c'est qu'il est clair que, quel que soit ce qu'on lui reproche, il ne peut pas être le seul à être incriminé dans l'affaire. Mais ce qui est important aussi, c'est de voir du côté des victimes, c'est de voir du côté de ceux-là qui ont perdu des vues, qui ont perdu des proches, qui aujourd'hui, après plusieurs années, ont envie quand même que justice se fasse. Donc ce travail-là, il faut que la justice arrive à relever ce défi-là, qui est de faire aboutir ce procès coûte que coûte. Chana, sur le procès. Bon, je pense qu'il
Hissène Habré, tout le monde sait qu'il est un dictateur. De 80 à 90, c'était vraiment la terreur au Tchad. Il a tué des centaines, voire des milliers de personnes. Et beaucoup de présidents africains dans cette période 80-90 ont souvent été qualifiés de dictateurs. Qualifié de dictateur, lui, c'est un assassin. Hein? Il a tué des gens et Etienne s'est interrogé, est-ce que lui seul, sinon les habitants de Makam, Ouakam, c'est son quartier, parce que bon, Hissène Habré c'est un Sénégalais, il s'est marié à une Sénégalaise, il a des enfants là-bas, quelque part il est Sénégalais, donc l'attitude des habitants du quartier se comprennent, et il a épousé également la religion musulmane qui est bien aimée au Sénégal. Il était musulman. J'ai dit, il l'a épousé davantage à Dakar, ce qui fait que vraiment il a beaucoup de supporters. Cela dit, revenons au procès. J'ai dit, le fait qu'il soit seul devant la barre s'explique bien. Parce qu'au Tchad, il y a eu des procès concernant la décennie dictatoriale de Hissène Habré. Tous les gens qui étaient impliqués dans les tueries ont été jugés au Tchad. Ils ont été condamnés au Tchad, sauf ceux qui sont décédés. Sinon, tous ceux qui sont au Tchad, qui sont impliqués dans les différents dossiers, ont été jugés, condamnés. Il y a eu aussi des relax. Mais vous ne pouvez pas rendre le verdict avant la fin du procès. J'ai dit non, en les qualifiant d'assassins, vous rendez le verdict. Ils ont été reconnus comme tels au Tchad. Okay. Certains ont été condamnés à perpétuité, d'autres à des peines très fortes. Donc, vraiment, ils ont été qualifiés comme tortionnaires, comme des dictateurs, comme des assassins. Hissène Habré n'est pas dans le pays, c'est pourquoi il n'a pas pu être jugé. Et au Tchad, il a été arrêté au Sénégal où il s'est exilé depuis très longtemps. Et vous connaissez tous les péripéties vraiment qui ont conduit à son procès, les chambres africaines extraordinaires qui planchent aujourd'hui sur son procès. Il ne reste que Hissène Habré dans ce dossier qui n'a pas été jugé et il sera jugé à Dakar. Oui, Kalambri. Ça aurait été bien que M. Konaté, qui était quand même un de ses avocats, soit là. Ce que je voudrais dire, c'est que à la limite, on veut un peu noyer le débat en voulant amener le fait qu'il ne doit pas répondre seul. Il était le chef. Il est le premier responsable de tout ce qui est arrivé et en tant que tel, il a à répondre en tant que premier responsable. Et ce débat, disons, ce procès est un exemple. On l'a souvent dit ici, on espère que ça va amener la redevabilité au niveau des chefs d'État parce que de plus en plus, surtout avec tout le débat qui a conduit à ce procès, on se rend compte que ce syndicat des chefs d'État est une réalité et qu'il faut vraiment casser ça. Adam Thiam. Je crois qu'il est jugé parce que les chefs d'État africains ont pensé que seuls les Africains étaient jugés par la CPI. Et donc c'est un procès de l'Union africaine qui se tient en territoire sénégalais contre quelqu'un sur lequel effectivement il y a un faisceau de présomptions assez accablantes. Il faut que nous nous mettions à la place des victimes de Hissène Habré, il faut que nous nous mettions à la place des familles des victimes et si on se met à leur place, on se réjouirait effectivement qu'il y ait un procès et que l'impunité, cette fois-ci, ne soit pas la règle en Afrique. Mais je suis absolument d'accord avec ce que j'ai entendu. Le procès de Hissène Habré n'est pas le procès de son système. Je ne sais pas aujourd'hui si on peut organiser le procès de Hissène Habré en dépit de ce que Chahana a dit et qui est vrai. Il y a eu des procès au Tchad contre des proches, des collaborateurs d'Hissène Habré et même Hissène Habré est jugé condamné à mort par le tribunal tchadien. Par contumace. Mais est-ce que le droit a été dit là? Est-ce qu'il s'agissait d'un procès simplement politique pour prendre les devants? Et l'autre chose, c'est est-ce que l'Afrique peut ne pas tenir contre Hissène Habré un procès politique, mais un procès juste. Ok, il semble y avoir unanimité dans les propos. Etienne, ça veut dire que Dakar plutôt que La Haye?
Oui, absolument. Moi, je suis de ceux-là qui pensent que la haie aujourd'hui est synonyme d'échec pour nous, Africains. Et que la souveraineté au niveau de la justice doit être aujourd'hui l'une des priorités, en tout cas, de l'Union africaine et de toutes les organisations sous-régionales. Donc, que Dakar soit le symbole de ce départ-là pour la justice, pour la souveraineté de l'Afrique, moi, on ne peut que saluer cela. Mais là où il faut aller loin, c'est quand Alexis dit, par exemple, que il est le seul responsable. Aujourd'hui, la question n'est pas au niveau de la responsabilité, c'est au niveau de la culpabilité. Donc, au niveau de la culpabilité, il ne peut pas être le seul coupable dans cela. Qu'il y ait d'autres, qu'est-ce que j'ai dit? Puisqu'on est dans le pénal, c'est un peu à charge, c'est au procureur de prouver le contraire. Voilà, donc que lui seul, il y a certains qui ont commis des actes, c'est lui qui a donné les ordres, mais il y a certains qui ont exécuté ces ordres. Et s'il y a procès au niveau sous-régional, ces personnes doivent évidemment répondre. Okay. Ces personnes ont répondu déjà au Tchad. Ils ont été jugés, condamnés, sauf si tu as quelqu'un à qui tu fais référence. Bien sûr, le président par exemple. Le président Idriss Déby doit aujourd'hui répondre dans ce procès-là. Absolument. Okay. Est-ce que tu as une charge particulière? Je ne suis pas la justice. Donc, il y a eu une instruction. Ne serait-ce qu'à titre de témoin. Il y a eu une instruction et nulle part le président, il n'y a pas de charge sur le président tchadien, donc il ne répondra pas. Le président doit comparaître aujourd'hui, même si c'est pour témoigner. Il ne doit pas comparaître parce qu'il n'y a pas de charge contre lui. Chana Takiou, est-ce que ce procès doit vraiment symboliser peut-être le retour, la capacité, l'aptitude des Africains à pouvoir juger eux-mêmes leurs responsables, comme on le disait, Dakar plutôt que La Haye? Peut-être pour une fois, je serai d'accord avec Etienne. Ce qu'il a dit, c'est vraiment ça. C'est une fierté que vraiment nos premiers responsables, nos chefs d'État, soient jugés par nous-mêmes, les Africains. Je pense que c'est une fierté et c'est une avancée pour l'Union africaine dans le respect de certains de ces textes, notamment la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Vraiment, aujourd'hui, c'est une avancée pour l'Union africaine, une avancée pour les droits de l'homme, une avancée contre l'impunité. Et cela prouve que l'histoire rattraper ce que nous gouvernons aujourd'hui et ils doivent réfléchir avant de poser des actes. Oui, parce que, amena, comme on le dit, on peut les prendre tôt ou tard. Oui, je pense qu'il ne faut pas trop jubiler. Premièrement, si on voit, c'est une juridiction d'exception, c'est une chambre, c'est ad hoc. Donc, il y a beaucoup de limites. On n'a pas encore mis en place un mécanisme permanent dont on a besoin réellement pour, à la limite, obliger. Jurisprudence. Mais jurisprudence, c'est un bon départ. Il faut bien partir de quelque chose. Je veux bien, mais si vous avez vu toute la discussion, ça a pris quoi, 20 ans, sinon plus, pour qu'on en arrive là, et on n'a pas mis en place. On n'a pas mis en place un mécanisme permanent. On aurait dû profiter pour le faire. Et deuxièmement, vous avez vu l'autre bémol et qui n'est pas à négliger, ça va être le financement. Vous avez vu, c'est des milliards. Ouais. Le Tchad a pris une grande partie. Je suis sûr quand on va demander au chef d'État de financer pour qu'il y ait des enquêtes sérieuses, que des procureurs peuvent se déplacer dans les pays pour enquêter, il y aura problème. C'est l'Union africaine qui vous voit. Est-ce qu'il y a des chances qu'un jour ce tribunal spécial puisse être érigé en CPA, en Cour pénale africaine? Alors, il y a une Cour africaine de justice qui est à Arusha et l'Union africaine est en train de se battre pour qu'elle puisse être en mesure, effectivement, d'être une instance régulière capable de juger ce genre d'actes. Et pour revenir à ce procès, je pense que c'est un fait de dire que oui, Hissène Habré doit être devant la justice et je pense qu'il doit être devant la justice pour les faits qui lui sont reprochés parce qu'il y va, parce que c'est tous ces crimes commis qui lui sont reprochés et tous ces crimes commis entre 80 et 90. Absolument. D'accord. Mais on n'est pas le juge, on ne peut pas le condamner par avance. Et c'est un fait de dire que oui, il doit être devant le juge. Mais c'est un autre fait de lui assurer une justice équitable.
Et je crois que les Africains doivent résister à l'infantilisation. Ce n'est pas grand de dire que c'est la première fois que l'Afrique juge un dictateur. Simplement, il ne doit pas y avoir de dictateur en Afrique. Et deuxièmement, même un petit pays comme le Mali, en 1991, a pu juger en 92, a pu juger un ancien chef d'État. Donc ce n'est pas un fait sans précédent. Et il ne faut pas qu'on s'abrite derrière ça pour rendre une justice des vainqueurs sur l'argent de l'Occident, parce que c'est ça, c'est l'argent de l'Occident, c'est non pas de l'argent africain, c'est de l'argent de l'Occident pour juger quelqu'un qui de toutes les manières était en délicatesse avec un pays important comme la France quand on le chassait du pouvoir. Oui, Alexis, un dernier mot avant de continuer. Voilà, l'autre bémol, c'est à la limite le Human Rights qui a poussé à la roue pour qu'on en arrive là. Disons... Reed Brody. Ce sont les victimes. On laisse Alexis terminer, vous allez réagir. Et l'État tchadien même. Human Rights, à travers Reed Brody, a poussé à la roue, a poussé à la limite l'Union africaine à réfléchir à ce mécanisme. Donc, à la limite, ça revient à cet aspect de... est-ce qu'on est encore prêt? Est-ce qu'on y pense sérieusement? Oui, on a l'impression qu'il y a tout un lobby. Oui. Sans Reed Brody, peut-être on n'en serait pas là. Dans cette affaire, il a été exactement comme a été le chasseur de nazis, Simon Wiesenthal. Il n'a pas dormi, il a ameuté les bancs et l'arrière-banc. Tout ce qu'il pouvait faire, il l'a fait. N'Djamena a également joué un rôle prépondérant. Oui, non, mais je ne dis pas qu'il est le seul. Je ne dis pas qu'il est le seul, mais il a été vraiment, à mon avis, le porte-étendard de ce procès-là. Il y a certainement des organisations de droits de l'homme qui ont soutenu les victimes. Mais c'est d'abord les victimes qui se sont battues inlassablement pour voir ce jour-là arriver. Donc il ne faut pas minimiser leur... C'est un ensemble d'acteurs. Avec l'appui d'organismes comme Human Rights Watch. Dernier thème de l'émission, avec cette opération de démolition de maisons à Souleymane-Bougou ACI, c'est en commune 1 du district de Bamako. C'était le jeudi dernier, une soixantaine de villas démolies. Nous écoutons ici un des propriétaires et on se retrouve juste après. Ce qui s'est passé concrètement, c'est que il y a 2 semaines, ils sont passés, ils ont mis des croix sur les maisons. Donc, et après 2 semaines ou 3 semaines, le jeudi matin, ils sont venus avec des policiers, des chiens. Ils ont encerclé les lieux avec des grilles et ils ont dit qu'ils vont démolir la maison. On les a demandé, ils ont quel papier? On ne nous a pas présenté le papier, on ne nous avait pas averti, on est au courant de rien. On les a même demandé, bon, il y a des femmes, il y a des enfants, on est là, ça fait presque 5 ans, donnez-nous au moins le temps de prendre nos bagages. Ils disent que non, leur mission ne sera pas sabotée, qu'ils vont détruire. Donc ils sont en train de détruire la maison d'à côté. Ils disent que le temps de finir cette discussion-là, de prendre ce que je peux, de faire sortir ma famille, qu'ils vont détruire ma maison. Et là, à peine on arrive à sortir toutes les affaires, à peine j'arrive à faire sortir mes enfants, ma femme, ils ont commencé à casser. On ne connaît même pas pourquoi ils l'ont cassé concrètement. Parce qu'on n'a reçu aucun document. Aucun document ne nous est parvenu. On est là. Personne, même des convocations, personne ne nous a amené quoi que ce soit. On n'a pas été avertis. Voilà, pour équilibrer l'information, nous avons tenté d'approcher le ministère des Domaines, le département qui organise une conférence de presse cette semaine pour donner toute l'information sur cette opération de démolition. Mais déjà, ce communiqué que nous a fait parvenir le chargé de communication de ce département, qui dit que l'opération de démolition des maisons érigées sur le site de Souleymane-Bougou ACI concerne celles construites dans l'emprise des marigots et du fleuve sur le site de la zone de Souleymane-Bougou. La démolition intervient après une visite de terrain du ministre des Domaines de l'État et des Affaires foncières, suivie de la sommation adressée par voie d'huissier aux occupants pour dégager d'eux-mêmes le site de la zone ACI de Souleymane-Bougou. La sommation étant restée sans suite, poursuit le communiqué, le ministère des Domaines de l'État et des Affaires foncières a décidé d'engager l'opération de démolition sur toute l'étendue du site, objet d'un mandat du gouvernement donné à l'ACI. Et suivant les dispositions légales en matière domaniale, conclut le communiqué,
toute construction érigée dans la servitude des marigots, rivières et fleuves fait l'objet de démolition en ce qu'elle porte atteinte au principe de l'inaliénabilité et de l'imprescriptibilité du domaine public. Voilà, Etienne Fakaba Sissoko. En attendant d'avoir peut-être des réactions en interview du département des domaines de l'État, un mot sur cette opération de démolition. Moi, c'est d'abord la forme. Dans la forme, même si cela découle d'une décision de justice, cette décision de justice aurait dû être notifiée aux habitants. Et cette décision de justice a trouvé déjà que Bathily, Maître Bathily, quand il était lui-même à la justice, avait sorti une décision pour interdire justement toute démolition en période hivernale. Alors, on n'a pas connaissance aujourd'hui d'une autre mesure qui annulerait cette décision-là. Donc, au niveau de la forme, ça pose un problème à ce niveau. Et deuxième élément, ça c'est au niveau des habitants qui disent aujourd'hui qu'ils n'ont pas reçu l'information. Mais dans le fond, tout reste à croire que des personnes ne peuvent pas occuper des domaines publics, des personnes ne peuvent pas habiter dans des maisons à côté des servitudes en violation de la réglementation en vigueur. Charles Takiou. Oui. Vous avez été Monsieur sur le Tagara, site. le jeudi, j'ai été sur le site. Ce matin, j'y étais. C'est-à-dire que la raison évoquée par le département en parlant de servitude de marigot ne me semble pas être convaincante. Parce que en face des maisons qui ont été démolies, il y en a qui sont dans la servitude du marigot. Ils n'ont pas été démolis. Cette action me semble être une action injuste, complaisante. Peut-être que même que ça sent de quelque part de règlement de compte que nous ignorons pour l'instant. Sinon, dans tout Bamako, en commune 5, en commune 1, en commune 6, les gens sont sur les servitudes du marigot. Pourquoi c'est à Souleymane-Bougou seulement qu'on casse? Les gens sont sur les servitudes des rails. Pourquoi c'est à Souleymane-Bougou seulement qu'on casse? Il faut que la loi soit égale pour tous. Quand on casse Souleymane-Bougou, qu'on casse tous les autres qui sont sur les autres servitudes. Ou qu'on ne casse personne. Soit la loi soit appliquée dans toute sa rigueur, ou qu'on n'applique pas la loi. Mais appliquer la loi de façon à géométrie variante, cela n'est pas normal, cela est injuste, et Dieu jugera. Peut-être que Souleymane Bougou est le début, l'entame. On a même arrêté, Souleymane Bougou, on a arrêté, on a cassé certains, on n'a pas cassé d'autres, on a laissé d'autres. Alexis n'est pas loin, n'est-ce pas? Mais non, je ne suis même pas dans le quartier. Oui, je ne connais même pas quelqu'un là-bas. Mais c'est injuste. Oui, il y a deux aspects. En discutant avec les victimes, elles disent n'avoir pas eu connaissance de sommation. Il n'y a pas eu de décision de justice selon les victimes. Donc, on ne peut pas se lever juridiquement un bon matin et venir casser des maisons, même si elles sont dans l'emprise. Et pire, ces gens ont eu les maisons à travers une agence de leur point de vue. Et même donc, le préfet, à la limite, Kati a signé des documents. Oui, à la limite, c'est ça tout le problème ici. On ne s'attaque jamais aux coupables. Je suis d'accord qu'on rende au fleuve son lit. Je suis d'accord qu'on casse des maisons, mais à la limite, il y avait un préalable. C'était de faire un procès, de les aviser, à la limite de sanctionner ceux qui leur ont permis de s'installer là, mais pas de cette façon. Et on a pris le bout de chaîne. Adam Cham, on a l'impression qu'on est dans la forme et dans le fond. Le fond reste le fond. Alors le fond, on ne le connaît pas. Il est difficile pour nous de le connaître ici. On sait simplement que quand le nouveau ministre des Domaines s'est installé, il a déclaré la guerre effectivement à la magouille foncière. Et c'est pourquoi il était allé jusqu'à vouloir annuler 198 hectares de terrain. C'est fait. Je ne sais pas si c'est fait. En tout cas, il avait déclaré qu'il le faisait. Puis on a entendu un argument. Ceux des gens du domaine qui disent un titre foncier inattaquable et un autre argument disant que oui, si le titre foncier est inattaquable, les conditions de sa formation peuvent être attaquées. Donc on ne sait même plus si cette interprétation du titre foncier ne nous installe pas dans l'insécurité foncière, y compris
pour nous tous, y compris pour nous tous. Donc, mais en même temps, c'est clair que le principal problème de ce pays, c'est la bombe foncière. Si on ne fait pas attention, elle éclatera. Et ce n'est pas simplement ce qui s'est passé à Souleymane Bougou. J'entends le cri de milliers de gens, par exemple de Tabakoro, etc., qui crient à la dépossession. Il y a toute la question chaque fois des gens déguerpis sur lesquels, par exemple, la CI, des terres dont la CI prend possession et il les vend aux autres. Par exemple, face à mon quartier, il y a la CI et puis il y a le vieux quartier dans lequel il n'y a presque pas d'électricité, il n'y a presque pas d'eau. On se demande simplement comment c'est possible. Mais sur la forme, je ne sais pas comment ça c'est possible d'entendre quelqu'un qui dit que nous n'avons pas eu de sommation. Même s'il y a eu une sommation, ce n'est quand même pas des terrains vides qu'on a fait partir. C'est une soixantaine de maisons qu'on a démolies. Je me demande s'il n'y avait pas une autre forme. Je me demande s'il n'y avait pas une autre forme de règlement de ce problème. Je me demande si l'État à épuiser toutes ses obligations en la matière, parce que sinon, vraiment, il n'y a pas de garde-fou contre l'abus. Si on est d'accord quand même qu'il y a une bombe foncière, il faut la désamorcer. On n'a pas encore entendu le département, mais il faut vraiment s'attaquer au problème. C'est vrai, on ne se réjouit pas de maisons qui sont démolies et tout. Non, mais s'il y a une bombe quelque part, il faut absolument, la désamorcer. Il faut que le droit, c'est vrai, par humanisme, on peut aujourd'hui compatir pour la démolition de ces maisons, mais moi je dis que vous allez simplement à côté des rails, vous voyez des maisons qui sont à 2 pas des rails. Aujourd'hui, pourquoi ça fait trop de bruit? Parce que peut-être on a touché à un gros lot, ou parce que sinon tous les jours les gens se plaignent de dépossession, les gens se plaignent parce qu'on détruit leurs maisons. On n'a pas parlé. Pour le changement que nous prenons aujourd'hui, il faut bien que ça commence quelque part. Maintenant, là où il y a problème, effectivement, c'est lorsqu'on sait que le préfet qui a été responsable de toutes ces bêtises n'est pas inquiété. Lorsqu'on sait que la mairie qui a été à la base de tous ces problèmes n'est pas inquiétée. Lorsqu'on sait que cette action ne sera qu'une action spontanée et que ça ne sera pas suivi d'effet, que les autres qui sont dans les mêmes conditions ne seront pas inquiétés, c'est là où ça fait foi. Rien ne vous dit cela. Parce que certains aujourd'hui parlent du fait que c'est un règlement de compte, certains pensent que c'est un coup politique à la veille d'un remaniement, certains pensent il y a toutes sortes de questions. Mais aujourd'hui, la question fondamentale, c'est de savoir est-ce que oui ou non, ils sont en déphasage vis-à-vis de la loi. Si c'est le cas, il faut bien que le droit soit dit. Donc, au-delà de la démolition, ceux qui ont attribué ces lots à des particuliers doivent également être démasqués et puis sanctionnés. Absolument. Comme il le faut. J'ai dit l'opération aurait dû être crédible si on avait commencé par le départ, faire les investigations. Qui a attribué ces lots? Sur quelle base? Tout le monde sait, les papiers sur le site là-bas, on dit que c'est un préfet de Kati, un certain Ibrahim Mamadou Silla. Moi, j'ai vu des permis qu'il a signés. C'est Mamadou Ibrahim Silla. Aujourd'hui, il est dans la haute administration. Celui qui a donné ces permis-là, il donne ces permis-là, il n'est pas inquiété. Les gens de domaine aussi qui créent souvent des titres sur des titres, ils ne sont pas inquiétés. Les maires ne sont pas inquiétés. Et le consommateur final, le citoyen au finish, qui met son argent, celui qui est inquiété. On appauvrit le Mali, on appauvrit des Maliens, en même temps on ne fait rien pour enrichir les Maliens. C'est ce qui est écœurant. Parce que si dès le départ, où c'était des terrains, où c'était des fondations, on a écrasé, on les a empêchés de construire, on aurait pu le comprendre. Mais maintenant, ils ont fait des investissements de 300 millions, 500 millions, 800 millions. On vient tout démolir, les appauvrir. J'ai dit, cela n'est pas bon pour le pays. Et cela n'est pas acceptable. Adam Cham. Alors non, mais il y a 2 choses. C'est-à-dire, si on a construit vraiment dans le lit du fleuve, dans le lit d'un marigot, etc., contrairement aux lois du pays, il n'y a pas 10 000 solutions que de quitter le lit du fleuve. Je pense simplement qu'il y aurait pu y avoir une négociation entre... Parce que c'est quand même une soixantaine de maisons. Et je pense qu'il doit y avoir une jurisprudence, puisque Chana l'a dit, ce n'est pas la seule zone dont on a colonisé, par exemple, le seul marigot dont on a colonisé le lit, c'est presque partout. Je pense effectivement qu'il faut établir une procédure, effectivement, pour que l'État rentre dans ses droits. Mais ce que j'avais aussi remarqué, c'est
c'est qu'il n'y a pas beaucoup de clarté dans la communication du ministère. On nous dit que c'est une zone attribuée à l'ACI. On nous dit que c'est l'ACI qui a procédé au casse. On vient nous dire maintenant que c'est une zone de servitude de Marigot. Et je pense que la chose est trop grave pour qu'il y ait des ambiguïtés et des silences, effectivement, sur la position. Alexis Calambri, est-ce que cette opération de démolition ne fait pas relever la problématique sur la nécessité de la domestication de la question foncière? Au Mali, on ne sait pas la différence entre un permis d'occuper, une lettre d'attribution, un titre foncier. Est-ce que l'un des challenges également, l'un des défis du gouvernement, c'est pas ça? Qu'on dise, qu'on sensibilise les populations, c'est ça une lettre d'attribution? Ce n'est pas un problème de sensibilisation, c'est fait à dessein. On a vu des gens qui se sont enrichis juste par là, les mairies, pas les mairies, des maires, des autorités de l'administration foncière se sont enrichis. C'est une mafia. Il y a une mafia qui entretient ce système. Si vous avez vu, aujourd'hui c'est facile d'informatiser. On n'a rien fait pour informatiser le cadastre. Ça aurait facilité mille choses. Un mot. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont acheté avec acte notarié, c'est-à-dire que le notaire qui est censé être l'homme de droit, qui est censé faire des enquêtes pour voir si le papier est bon avant d'homologuer la vente, j'ai dit des gens ont fait vente chez le notaire et on est venu casser chez eux. Ils ont eu le permis de construire. Tout à fait. Certains, oui. Ok, le permis de construire chez le notaire. Oui, le permis de construire délivré par ce même État qui est en train de casser aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'incohérences à l'interne. Non, l'État doit finir. Oui. Non, mais moi, je veux dire une chose, c'est qu'il faut que l'État réagisse. Parce que, comme vous le dites, Tangara, plus aucune pièce n'a de valeur. Même le titre foncier est devenu précaire, est devenu essentiellement révocable du fait du comportement d'une mafia qui est protégée. Et Chahana vient de le dire. C'est-à-dire il ne suffit pas de démolir les constructions. Il faut aussi quand même prendre en chasse ceux qui, par leurs actes, ont permis effectivement à cette situation de se réaliser. Parce que il y a eu des permis de construire, il y a eu des actes notariés, il y a eu des ventes d'une société immobilière dans le cas précis de Souleymane Bougou. On dit que c'est à l'ACI, peut-être c'est pas l'ACI. Il y a trop de silence, il y a trop d'imprécisions et je pense que pour une fois le ministère est obligé de réagir pour que les Maliens comprennent, sinon on ne comprend pas que des bulldozers soient utilisés contre la construction de compatriotes. Et c'est sur ce que prend fin ce numéro du débat du dimanche. On fait signe qu'on est au rouge, littéralement. L'émission d'aujourd'hui avec comme invité Adam Cham du Républicain, Etienne Fakaba Sissoko, enseignant, Alexis Calambri des Échos et Chahana Takiou de 22 septembre. On aura l'occasion de reparler de cette opération de démolition dans les prochaines sessions du débat du dimanche. Merci de l'avoir suivi. À la semaine prochaine.